Notre plateau, notre éditorialiste François Deguet est en notre compagnie. Bienvenue François, ainsi que l'invité de ce jour, M. Souleymane Camara, qui est médecin. Bienvenue. Ensemble, Marie-Angèle, nous allons décortiquer l'actualité africaine en commençant par l'info du jour en Afrique. Alors, pour Mouammar Kadhafi, le nouveau régime en Libye n'est rien de plus qu'une mascarade, une dernière déclaration qui n'ébranle pas Mustafa Abdel Jalil, le président du Conseil national de transition, qui rencontre aujourd'hui le président américain Barack Obama à New York. Et pourtant, sur le terrain, la résistance des kadhafistes déconcerte les combattants du CNT. Aline Bayeul. En Libye, les bastions kadhafistes résistent. Les forces du nouveau régime libyen sont entrées à nouveau lundi à Bani Walid, dont les rues étaient le théâtre de violents affrontements, d'après le responsable local du Conseil national de transition, Abdallah Kenchil. À Sirte, les pro-CNT ont avant tout consolidé leur position à une quarantaine de kilomètres de la ville. Mais les forces révolutionnaires ont dû essuyer les tirs à l'arme antiaérienne des forces loyalistes, qui maintiennent ainsi leur position au nord de la ville. Cette zone est considérée comme sécurisée à partir d'ici vers la côte sur 200 mètres. Les snipers pro-Kadhafi sont positionnés dans cette direction. Nous sommes à environ 1 kilomètre de leur retranchement principal. De nombreuses familles sont toujours retenues à Sirte et nous n'avons pas eu assez de temps pour les évacuer aujourd'hui. Après plusieurs semaines de vaine progression, la frustration grandit dans le rang des anciens insurgés et les combattants font état de leur malaise sur le terrain. Lundi dans la soirée, les forces du Conseil national de transition ont cependant annoncé s'être emparées de l'aérodrome et du fort de l'oasis de Seba, l'une des dernières poches de résistance des fidèles de Mouammar Kadhafi. De nombreuses tentatives ont été menées pour entrer dans Beni Walid avec le moins de pertes possible. Nos forces ont pénétré dans l'aéroport de Seba et Ali Gala il y a environ 2 heures. Notre drapeau flotte là-bas, sur l'aéroport et sur les autres parties de Seba. Sur le plan diplomatique, les États-Unis et ses partenaires dans le dossier libyen doivent se réunir mardi à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour soutenir le Conseil national de transition. La Maison-Blanche a par ailleurs confirmé un entretien entre le président des États-Unis Barack Obama et Mustafa Abdel Jalil, président du Conseil national de transition libyen. Alors, François, comment expliquer la détermination des forces loyalistes au colonel Kadhafi? Il faut dire que le colonel Kadhafi avait une grande popularité dans son pays. Et ce qui se passe en Libye est une tragédie pour les Libyens où il y a eu beaucoup de morts. Et on voit que sans la participation de la coalition de l'OTAN, il est probable qu'il n'y aurait jamais eu ce changement. Et là, nous avons des images. Il n'y a pas les images qu'on nous donne sont des images des rebelles qui sont aujourd'hui au pouvoir, ou bien une partie du pouvoir. Mais il n'y a pas d'images filmées par des caméras africaines sur le terrain. Donc on a une présentation un peu déformée sous le prisme de ceux qui contrôlent l'information, ce qui veut dire que actuellement encore, d'après même les responsables de l'OTAN, l'OTAN continue à bombarder. Donc ce n'est pas seulement une opération sur place des rebelles, ce qui montre que sans la participation de l'OTAN, qui devait au départ protéger uniquement les civils, mais qui continue encore aujourd'hui dans le combat, ce qui montre qu'on n'a pas près de terminer et c'est une opération qui a causé beaucoup de tort aux Libyens et aux Africains. Mouammar Kadhafi, lui, déclarait que les bombardements aériens ne dureront pas éternellement. Est-ce que vous pensez, docteur Camara, qu'à ce niveau d'implication-là, l'OTAN peut changer de stratégie et arrêter les bombardements? Écoutez, ce qui est important, c'est ce qui vient d'être dit à propos des médias. J'ai souvenir que quand il a demandé à ce qu'il y ait une source d'information en Afrique, au-delà des sources de médias convenues, d'où effectivement Vous ne faites pas confiance en tout cas aux images que vous voyez? Je dis qu'elles sont unilatérales. Très bien, elles sont unilatérales. Est-ce que tout de même l'OTAN pourrait changer sa stratégie, arrêter les bombardements comme l'annonce dans sa déclaration le guide Mouammar Kadhafi? Ces bombardements tuent des Libyens.
Voilà ce que je pense. Alors, jusqu'où peuvent aller justement les forces loyalistes dans cette résistance, François? Les forces loyalistes au colonel Kadhafi? Ah oui, le colonel Kadhafi a dit qu'il est un patriote et qu'il va mourir sur son territoire si la mort devait les trouver. S'il est encore sur son territoire. Bien sûr, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire jusqu'ici, c'est que l'action de l'OTAN est absolument illégale. Et elle ne rentre plus du tout dans le cadre des Nations Unies. Elle a été détournée dès le départ. Et puis, nous assistons là à un renversement par la violence d'un gouvernement africain qui était en place. Au début, on n'en parle pas. Beaucoup d'Africains sont morts. Et on assiste vraiment à un massacre, à ce qui s'apparente à un nettoyage ethnique des Africains, et en particulier des Africains noirs, y compris des Libyens, par les responsables. Mais les médias en parlent tout de même. Peut-être que vous avez entendu parler justement de ces communautés subsahariennes en Libye qui justement souffrent et sont victimes de cette guerre. Écoutez, en période de guerre, ceux qui ont la vérité, c'est ceux qui maîtrisent les médias. Voilà. À distance, c'est très difficile. Je pense qu'il y a eu un drame qui s'est perpétré dans ce territoire, c'est que l'armée a tiré sur les citoyens libyens. L'armée n'a pas vocation, l'armée a vocation à protéger la population, l'armée n'a pas vocation à tirer sur la population. Alors, première pré-info, Marie, c'est la Zambie. 10 candidats sont en lice cette année pour briguer la magistrature suprême, une première dans ce pays d'Afrique australe où il n'y a jamais eu autant de candidats depuis l'introduction du multipartisme. Mais parmi ces derniers, Rupia Banda, le président sortant, et Michael Sata, candidat de l'opposition, semblent être les deux favoris. Christina Okello. Ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle en Zambie. Plus de 5 millions de Zambiens sont appelés à élire le président. Parmi les candidats, le président sortant, Rupia Banda, et son principal rival, Michael Sata. Les deux hommes se sont déjà affrontés en 2008. Le résultat s'est alors joué en faveur de Rupia Banda, mais à seulement 2 points d'écart. Et ce nouveau scrutin s'annonce également serré. On attend ces élections depuis longtemps. Elles sont très importantes pour nous, ce sont elles qui vont façonner notre avenir. Il faut donc que nous nous assurons que nous mettions les bonnes personnes au pouvoir. La campagne électorale s'est portée sur les thèmes de la corruption et la bulle économique du cuivre. Rupia Banda du mouvement pour la démocratie multipartite se félicite d'avoir dirigé un pays au taux de croissance record en Afrique. Michael Sata du Front patriotique, lui, accuse le président de se contenter de l'envolée du marché du cuivre et de ne pas assez s'attaquer à la pauvreté. En réalité, le problème de la Zambie est un peu le problème de tous les pays africains, qui est le problème de la redistribution des richesses, et en l'occurrence ici avec l'explosion du cuivre sur le marché international. La question est donc celle de la redistribution équitable. De sorte que ce ne soit pas seulement les classes moyennes, les classes urbaines ou la classe politique en général qui puissent bénéficier justement des retombées économiques du cuivre. L'élection se joue en un seul tour et d'après les derniers sondages, le chef d'État sortant est crédité d'une longueur d'avance. François, quels peuvent être les enjeux de ces élections zambiennes? Que les élections se tiennent, c'est déjà une très très bonne chose. Elles auraient pu ne pas se tenir et on aurait pu avoir de la violence avant les élections. Parce que, n'oubliez pas que le président sortant, on a contesté sa nationalité. Et il a dû aller devant les tribunaux. Il est heureux que dans ce contexte, les choses se soient réglées par la justice. Et que finalement, il a eu l'autorisation, alors qu'il est déjà président, il a eu l'autorisation de se présenter. Maintenant, quels sont les enjeux? Les enjeux sont essentiellement politiques. C'est une contestation, c'est un combat très très serré entre le sortant et celui qui le conteste pour la deuxième fois. Et il faut espérer qu'il n'y aura pas de violence, parce que les esprits sont très très échauffés, étant donné que lors de la précédente campagne, la victoire était de très courte tête, et les deux camps sont presque à égalité. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que les choses se passent correctement. Justement, le président sortant, le président Rupia Banda, puisse l'emporter de nouveau? C'est possible, mais ce n'est pas évident et ce n'est pas certain. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. Alors, Michael Sata, le principal rival du président sortant, lui reproche d'avoir laissé les investisseurs étrangers faire main basse sur le cuivre, qui est la principale richesse de ce pays-là. Mais c'est justement parce que ces investisseurs-là ont
selon lui, fait main basse sur le cuivre, que ce pays-là connaît une croissance économique assez impressionnante. Écoutez, il y a dans l'attribution des marchés publics en Afrique, il y a toujours des tractations et on va dire, la corruption. Or, nous savons qu'il y a 60% des richesses de ce monde en Afrique. L'Afrique, elle, n'en bénéficie que pour moins d'1%. Donc vous partagez un peu l'avis de cet opposant, cet candidat également. C'est une réalité. Alors, nouvelle après info, le Bénin. Le comité exécutif de la Fédération de football, présidé par El Hadj Moucharafou Anjorin, doit poursuivre son mandat après plusieurs mois de polémique. Cette sentence suscite de vives réactions, comme nous le précise le reportage de Franck Doudofina et Daniel Aboki, commenté par Adeline Bayeul. Confusion au sein de la Fédération béninoise de football après la décision du tribunal arbitral du sport. Le 13 septembre dernier, le tribunal arbitral des sports s'est prononcé sur la crise qui secoue depuis bientôt un an la Fédération béninoise de football. Cette décision est diversement interprétée par chacun des protagonistes de la crise. Dimanche, l'avocat de la partie, dirigé par Victorien Atolou, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a fait sa lecture. Sur la qualité de M. Atolou, ça vide le débat interne. Du côté de la partie d'Anjorin Moucharafou, ancien président de la Fédération béninoise de football, la lecture de la décision n'est pas la même. Le tribunal arbitral du sport a donné son verdict. Il n'y a qu'une seule fédération béninoise de football dirigée par Anjorin Moucharafou. Nous sommes aujourd'hui prêts à une ouverture avec le camp d'en face. Voici la version officielle du tribunal arbitral du sport. L'appel déposé le 7 mars 2011 par la Fédération béninoise de football, représentée par M. Victorien Atolou, contre la Fédération internationale de football association, concernant la décision rendue le 15 février 2011 par la FIFA, est irrecevable. Le TAS condamne la Fédération béninoise de football, représentée par M. Victorien Atolou, à payer à la Fédération internationale de football association un montant de 2000 francs suisses au titre des dépenses de cette dernière. Quelles que soient les interprétations de ce message par les protagonistes, les fans de football attendent avec impatience le dénouement de cette crise. Elle détruit peu à peu le rayonnement du football béninois à l'international. Dr Camara déchaîne toujours autant de... S'il a exercé, et donc... autant de spectateurs et de pratiquants du football qu'il y a de garçons dans une famille donnée, y compris maintenant les filles qui ont leur club de foot. Voilà. François, oui, Marie. François, les joueurs béninois sont en manque de compétition. Est-ce qu'ils ont à subir les conséquences des dissensions internes au sein de la fédération? Absolument pas. Absolument pas. Mais ici, il faut déjà aussi se réjouir que les choses puissent trouver une solution par le droit. Le football en particulier a une réglementation internationale qu'il faut respecter. Mais, pour répondre plus précisément à votre question, les footballeurs du Bénin, les sportifs du Bénin, à tous les niveaux, ne doivent pas subir les caprices de leurs dirigeants. C'est très très mauvais. Le Zoom Afrique, c'est le Sénégal. Karim Wade, plus particulièrement, le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l'Énergie, sur le projet de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, à 47 km de Dakar. Qu'est-ce que ce nouvel aéroport, François, peut apporter au Sénégal? Le Sénégal, c'est un grand pays en Afrique, même si par la taille, c'est un petit pays, mais le Sénégal a une grande histoire en Afrique. Et le Sénégal, c'est un grand pays de tourisme, c'est une grande porte d'entrée de l'Afrique. Donc, il est tout à fait normal que ce pays ait un nouvel aéroport qui réponde aux nouvelles exigences du transport international. Mais est-ce que c'est la priorité, construire un aéroport et l'éducation et la santé? Bon, je n'ai pas tous les éléments pour répondre à ça. Évidemment, il faudrait voir quelles sont les parts
relatives dans le budget du Sénégal des dépenses de santé, des dépenses d'éducation. Mais construire un nouvel aéroport, c'est une infrastructure qu'il faudra faire tourner et qui va peut-être créer beaucoup d'emplois et le tourisme représente quand même en apport de devises une part importante dans l'économie du Sénégal. Et ensuite, le nom choisi pour cet aéroport est très symbolique. Il faut pas oublier que l'Indiagne, c'est lui qui a favorisé le premier congrès panafricain qui s'est tenu en France, à Paris, en 1919. Donc c'est tout un symbole et c'est normal qu'il lui soit rendu hommage en quelque sorte. Docteur Camara, est-ce que c'était prioritaire? Je ne peux pas le dire. Ceci étant, Blaise Diagne, effectivement, a été pour beaucoup dans l'engagement des ressortissants de l'Afrique dans la Seconde Guerre. La mobilisation des troupes a été, pour beaucoup, sont faites. C'est une grande figure ignorée. C'est très bien qu'on lui rende hommage. L'info Telex en Afrique, en commençant par la Guinée. Qui est devenu mardi le 155e pays à ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, une annonce de l'organisation responsable de son application. Ce traité interdit les explosions nucléaires à des fins civiles ou militaires et il a été négocié en 1996. 9 pays ne l'ont pas encore ratifié et non des moindres, les États-Unis, la Chine, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran et Israël, tous signataires, ainsi que la Corée du Nord, l'Inde et le Pakistan, qui eux ne sont pas signataires. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou souhaite une aide militaire étrangère pour faire face à la menace terroriste qui pourrait se développer dans son pays. Depuis près de 3 semaines, les forces gouvernementales ont en effet dû affronter à 2 reprises des membres présumés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et enfin, le chiffre du jour concerne le gouvernement burkinabé qui a décidé de débloquer un montant de 2 200 000 francs CFA pour pourvoir les producteurs en engrais auprès du ministère en charge de l'agriculture. Alors, François, une réaction de votre choix, dans l'autre que vous voulez, la Guinée, le Niger? Bon, le Niger, puisque c'est une question stratégique, une question de sécurité autour. Ça nous renvoie à ce qui se passe en Libye et qui était prévisible. Donc on aura créé les conditions d'une explosion d'insécurité sur la longue durée dans cette région. Alors ceux qui ont créé ces conditions vont maintenant se présenter comme les pompiers. Et alors si le président de la République du Niger demande de l'aide internationale, je ne sais pas ce que ça veut, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que cela a été formulé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aide internationale? Alors que c'est un problème qui est en Afrique, les Africains doivent apprendre à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et juste une petite précision, oui, je vous interromps, juste une petite précision concernant le gouvernement burkinabé, c'était 2 200 millions de francs CFA. C'était notre chiffre du jour. Alors nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Nous évoquerons notamment le dossier du jour et puis nous ferons un point sur l'actualité de notre invité. À tout de suite.